Bien, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur le site de la ville de Bourges officielle sur Facebook pour ce chat du maire où je suis accompagné ce soir de madame Céline Madrol, maire adjointe chargée de l'éducation, et de madame Magali Bessard, maire adjointe chargée de la santé. Nous avons souhaité, 15 jours après le début du confinement, faire un point avec vous sur la situation à Bourges liée à ce reconfinement qui est maintenant en œuvre depuis quelques jours et qui a, vous vous en doutez, des conséquences importantes dans divers domaines, bien sûr un domaine général, mais aussi domaine de la santé et domaine de l'éducation. Et nous avons voulu faire ce chat du maire d'abord et aussi et avant tout pour vous livrer des informations sur la situation et répondre à vos questions. Mais vous savez que depuis ces 15 jours, nous vous avons régulièrement informé de ce qu'il était possible de faire par rapport à nos services. Et donc c'est l'objectif de ce chat, vous dire un petit peu notre logique qui est un petit peu différente de ce qui s'était passé lors du premier confinement, puisque cette fois-ci, maintenant depuis 15 jours, les services de la municipalité, les services de la ville de Bourges continuent à fonctionner alors que lors du confinement précédent, eh bien, nous avions dû interrompre la majorité de nos services. Donc ça veut dire que concrètement, vous pouvez encore avoir accès aux services de la mairie de Bourges, vous pouvez encore sur rendez-vous vous rendre sur place, vous pouvez encore nous appeler et pratiquement l'ensemble de nos personnels, de nos agents que je salue et qui se sont mobilisés depuis 15 jours, eh bien, répondent à vos questions, répondent à vos demandes et sont disponibles. Le seul changement important que nous avons dû faire par rapport à la situation précédente, c'est le fait que la mairie est fermée maintenant les samedis matins de 9 h à midi. Mais nous vous l'avons déjà dit, nous avons réactivé non seulement le standard, donc vous pouvez continuer à appeler à la mairie et vous faire diriger vers les services qui répondent, mais nous avons aussi mis un numéro vert qui nous permet de vous répondre aux questions que vous vous posez. Ce que je veux vous dire aussi, peut-être en propos introductif, et c'est la difficulté que nous rencontrons, c'est le fait, mesdames et messieurs, que nous avons tout mis en œuvre pour maintenir un haut niveau de service en ce qui concerne nos écoles. Parce que nous considérons que la priorité doit être donnée à l'accueil des enfants, à l'accueil des enfants entre midi et 2 au niveau de la cantine scolaire, et puis à l'accueil périscolaire pour que eh bien, vous puissiez continuer à travailler dans de bonnes conditions, puisque contrairement là aussi au premier confinement, il y a une priorité qui a été donnée de faire en sorte que nos concitoyens continuent à travailler. Mais le message que je voulais vous faire passer, c'est que, je dirais, les agents de la ville, les agents du CCAS, les agents de l'agglomération sont comme vous. Et donc, il leur arrive d'être indisponibles pour maladies liées au Covid ou cas contact. Et les chiffres sont assez impressionnants. Et je voulais vous livrer ces chiffres pour que vous compreniez la problématique qui nous a amené à définir des critères en ce qui concerne l'accès à la restauration, parce que cette situation nouvelle que nous vivons depuis 15 jours nous oblige à réduire le nombre d'enfants que nous pouvons accueillir dans nos restaurants scolaires. Donc il faut que vous sachiez, je me permets juste de vous donner ces exemples, et puis après on vous donnera la parole pour répondre à vos questions, mais où est-ce qu'on en est actuellement par rapport à nos agents présents dans les écoles? Je vais vous donner juste quelques chiffres. Pour la surveillance de la restauration scolaire, nous avons besoin et nous faisons travailler 232 agents. Actuellement, 44 agents ne sont pas disponibles en raison du Covid. Soit ils sont malades, soit ils sont cas contact. Deuxièmement, les agents qui font l'office de restauration scolaire. On a besoin de 45 agents, on en a 7 qui ne sont pas disponibles. Les agents pour l'entretien des locaux des écoles élémentaires, on a besoin de 88 agents et on en a 32 qui sont indisponibles. Et en ce qui concerne les ATSEM, on a besoin de 73 agents et on en a 25 qui sont absents. Pourquoi je vous donne ces chiffres, mesdames et messieurs? Pour vous dire que nous sommes vraiment en tension et nous sommes vraiment en difficulté
par rapport à cette deuxième vague du Covid. Même si aujourd'hui nous n'avons fermé aucun restaurant scolaire, nous assurons l'ensemble du service. Nous avons fait appel à des renforts, nous avons fait appel à des volontaires. Nous sommes en face une nouvelle fois de recrutement, mais sur le recrutement, on ne peut pas engager n'importe qui pour aller dans nos écoles, vous en doutez. On ne peut pas, je dirais, on doit vérifier le casier judiciaire, on doit vérifier les conditions d'embauche. Et donc, tout ça pour vous dire que les services municipaux font le maximum pour répondre à vos demandes légitimes, mais qu'on est aussi confronté au fait que nous sommes en difficulté par rapport, je dirais, par rapport à la situation générale, qui fait que nos agents sont comme tout le monde. Il leur arrive malheureusement d'être malades ou d'être placés à l'isolement. Peut-être aussi pour répondre, avant de répondre à vos questions, je voulais peut-être que Madame Magali Bessard, qui est première maire adjointe chargée de la santé, nous donne quelques éléments sur la tension au niveau de l'hôpital, parce que vous savez, mesdames et messieurs, que nous avons une vraie volonté politique de défendre l'hôpital de Bourges. Nous avons, avec l'ensemble des élus, été présents il y a à peu près un mois devant l'hôpital de Bourges pour réaffirmer la priorité que nous souhaitons donner à l'hôpital public et à la demande de moyens. Mais là aussi, il y a des tensions qui sont importantes par rapport à l'hôpital de Bourges et par rapport à la situation sanitaire générale. Et si Madame Bessard veut quand même nous donner quelques éléments sur cette situation-là. Après, je me permettrai de demander à Madame Madrol de vous présenter aussi le dispositif général au niveau de la restauration et des écoles. Et puis, bien entendu, dans un deuxième temps, on répondra à vos questions légitimes. Oui, alors, ce que je peux vous dire, mais ça n'a échappé à personne, c'est qu'effectivement, l'évolution de l'épidémie est particulièrement sévère dans notre département pour cette deuxième vague Covid. C'est vrai qu'en mars et avril, le Cher avait plutôt été, disons, épargné par l'évolution de l'épidémie. Or, depuis fin octobre, le Cher a des taux qui sont pratiquement les plus élevés de ceux de la région Centre-Val de Loire. Notre hôpital Jacques-Cœur accueille aujourd'hui le plus grand nombre de patients Covid de la région Centre-Val de Loire. Alors, c'est vrai que l'hôpital était déjà affaibli, en tout cas en difficulté, notamment dans son service des urgences, d'accueil des urgences, avant la crise. Alors, la crise sanitaire n'arrange rien. Je profite de cette tribune, en tout cas, pour saluer et remercier tous les personnels de l'hôpital qui sont déjà à bout et qui prennent vraiment, qui font beaucoup d'efforts et qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour maintenir un service de qualité et en tout cas pour maintenir le service hospitalier. Donc depuis l'évolution de l'épidémie, l'hôpital s'adapte, a ouvert une deuxième unité Covid, a transféré des patients à Vierzon, à Tours, à Issoudun, à Guillaume-de-Varie et fait face grâce à une adaptation quotidienne de ces services. Et encore une fois, bravo et merci à tous ces professionnels de santé, y compris en ville, parce qu'il faut. Alors c'est vrai qu'on parle de l'hôpital Jacques-Cœur, mais aujourd'hui, ce sont tous les soignants, tous les professionnels de santé qui font face à cette épidémie et qui font front, aussi bien la médecine de ville que la médecine hospitalière. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors peut-être revenir sur la décision que nous avons prise début novembre de solliciter le préfet pour demander que le port du masque soit rendu obligatoire dans toute la ville, dans tout le territoire de la commune. Si nous avons pris cette décision, c'est bien en ayant conscience qu'on rajoutait une contrainte et qu'on demandait un nouvel effort à la population. Et ce n'est pas franchement une partie de plaisir parce que ce deuxième confinement, qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs, fait qu'il y a toujours du brassage, il y a toujours des gens qui se promènent dans la rue, qui vont faire leurs courses et on avait constaté un certain relâchement. Et on ne pouvait pas tenir un double discours, dire on soutient les professionnels de santé, les personnels hospitaliers, et par ailleurs continuer d'aller et venir en ville sans masque. Alors nous ne sommes pas médecins, on n'est pas scientifiques,
Mais en tout cas, le discours général, hein, c'est quand même de dire que le constat, c'est que ce virus se transmet par voie aérienne, par la respiration et les particules que l'on peut rejeter en parlant. Donc voilà, on s'est dit, on fait le choix de mesures par principe de précaution et puis par solidarité à tous les professionnels de santé qui sont en première ligne pour combattre cette maladie. C'est vrai qu'on demande un effort aux berruyers et on en a bien conscience, mais voilà le choix en tout cas que l'on a fait et le préfet du Cher nous a suivis puisque le 5 novembre il a pris cet arrêté. Pourquoi sur toute la ville et pas dans des quartiers à forte affluence, centre-ville et autour des centres commerciaux? C'est que c'était pas assez lisible en tout cas pour les habitants. C'est vrai que dans certaines rues, on peut se dire ça n'a pas trop d'intérêt d'être tout seul et de porter un masque. Mais au moins, c'est partout pareil. Et on n'a pas à se poser la question. Quand on sort de chez soi, on porte le masque. Voilà ce que Merci, je pouvais dire. Madame Bessard, pour ces précisions. Peut-être, Madame Madrol, maire adjoint à l'éducation, vous laissez dire quelques mots avant de répondre aux questions, en rappelant qu'on a fait du maintien du service pour les parents une de nos priorités absolues dans ce cadre. Effectivement, bonsoir. Comme l'ont rappelé mes collègues, aujourd'hui le confinement numéro 2 n'est pas du tout le numéro 1 et la reprise de l'école du 12 mai, la dernière fois, c'était faite avec des parents qui étaient encore au chômage partiel ou en télétravail majoritairement. Aujourd'hui, c'est une reprise de l'école totale à 100% depuis la rentrée de septembre. Et nous avons eu désormais un nouveau protocole. Alors, nous l'avons eu à la toute fin des vacances scolaires de Toussaint, donc dans la nuit du jeudi au vendredi. Et donc, nous avons découvert toutes les dispositions réglementaires que le gouvernement nous imposait. Donc, principalement pour la partie école et la partie périscolaire. Donc, accueil avant et après la classe qui sont maintenus. Restauration scolaire avec tous les efforts qui ont été faits pour les mètres carrés disponibles par enfant, pour le nombre d'agents qui doivent faire du nettoyage, la ventilation entre un service et le deuxième, etc. Les centres de loisirs du mercredi qui sont maintenus à la journée. Et puis le ramassage scolaire aussi qui est maintenu. Donc tout ça est fait dans des conditions de tension extrêmes puisqu'effectivement aujourd'hui la maladie est présente sur notre territoire. Et donc, nous avons un fort taux d'absentéisme, malheureusement pour cause de maladie ou d'isolement de cas contacts. Donc, nous faisons avec les moyens du bord. Nous avons toujours un certain nombre d'agents et une réserve. Aujourd'hui, toutes ces personnes ont été sollicitées. Nous avons déjà une nouvelle période de recrutement. Mais comme a dit Monsieur le maire, nous devons répondre à des contraintes. Nous ne pouvons pas mettre n'importe qui autour des enfants. Donc ça, c'était la première chose. Rapidement, nous avons aussi, dès le premier jour, distribué 2 masques par enfant sur les écoles berruyères. Et aussi, par solidarité, nous avons aidé des communes de l'agglo. Et puis, nous avions décidé donc, de mettre en place un questionnaire de réservation pour tous les services périscolaires pour que l'on puisse, en gros, en appeler à la responsabilité des parents et voir quels services étaient nécessaires et comment nous pouvions allier le besoin, qui était entendable pour les enfants au niveau notamment de la cantine, mais aussi le besoin des parents de devoir travailler et notre capacité à nous de mettre des agents autour dans les restaurants scolaires notamment. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, qui a demandé le travail de notre personnel de l'enseignement pendant 2 week-ends de suite. Donc ils ont travaillé énormément et ça, on les remercie. Et c'est un ajustement au quotidien. Bien sûr, ce système est fait avec beaucoup de souplesse. Chaque parent qui découvrirait qu'il doit travailler demain parce qu'il est intérimaire, parce qu'il a des plannings à la semaine, nous acceptons dans la mesure du possible. Chaque jour suffit sa peine, comme je le dis depuis quelques semaines, puisque chaque jour, nous avons de nouveaux absents, quelques retours quand les gens, du coup, ne sont pas malades. Mais donc, on doit vraiment gérer au quotidien et on essaie d'être le plus réactif possible et de recevoir, par contre, dans les conditions sanitaires aussi que nous respectons. Merci, Madame Madrol. Alors, nous allons maintenant passer à vous. Donc, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer avec une question d'Anthony. Qu'allez-vous faire pour les rassemblements devant les bordures des lycées, souvent sans masque ?
Alors, je vous rappelle, merci Anthony de cette question, je vous rappelle que le pouvoir de police n'est pas fait dans ce genre de situation par rapport à la mairie. Ce n'est pas le maire qui intervient sur tous ces sujets-là, mais c'est à l'État, c'est au gouvernement de tout simplement prendre ses responsabilités. Là, j'ai cru comprendre hier soir dans les propos du Premier ministre qu'il allait durcir les conditions de vérification du port du masque. Donc, c'est au gouvernement de faire en sorte que ce genre de rassemblement n'existe pas et que tout le monde porte le masque. Nous avons aussi notre police municipale, mais elle vient en complément des actions qui sont faites par la police nationale. Et c'est donc de la responsabilité de l'État, et c'est une vraie difficulté. Vous avez raison de dire que les derniers chiffres sur, je dirais, le non-respect du port du masque et le non-respect du confinement sont importants, mais il faut, de notre point de vue, continuer à affirmer le fait qu'il faut porter le masque. Mais moi, je n'ai pas de baguette magique, et quand il y a des rassemblements ou quand il y a des soirées qui sont organisées, parce qu'on sait que ça existe, que ça soit à Bourges ou ailleurs, le maire, lui, n'a pas de pouvoir spécifique par rapport à cela, si ce n'est d'intervenir aux côtés de l'État sur ces questions-là. Seconde question d'Anthony. Allez-vous faire comme l'agglo de Douai et prendre en charge les loyers des commerces fermés? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, merci de préciser qu'il s'agit de l'agglomération. La ville de Bourges n'a pas compétence pour soutenir les commerces, si ce n'est par rapport à l'agglomération. Alors, on est en train de travailler là-dessus. On a eu ce matin une réunion, Madame la Présidente de l'agglomération, Irène Félix, et des élus de Bourges ont eu une réunion ce matin avec la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. À ce stade-là, il n'y a pas de demande pour le fait qu'on prenne en charge les loyers des commerces qui sont fermés. Pourquoi il n'y a pas de demande? Parce que l'État a, lui, prévu un dispositif qui correspond à cela. Donc là aussi, c'est l'État qui est en responsabilité, et donc nous serons en complément si il y a des difficultés, mais à ce stade-là, c'est l'État qui prend ses responsabilités par rapport au commerce. Nous, on les soutient d'autres manières. On va par différentes actions en liaison avec ce qu'on appelle l'OCAB, l'Office qui s'occupe des commerçants à Bourges, ont eu des demandes à notre égard et nous allons les accompagner dans cette période-là. Donc là aussi, on est en train de travailler à leur côté. Une question de Nathalie. Monsieur le maire, les salons de toilettage de Bourges sont fermés. Nous acceptons ces mesures pour la sécurité de tous. Cependant, pourquoi l'activité de toilettage se poursuit à Jardiland? Les maîtres peuvent attendre devant l'espace de travail, petit fauteuil, dans l'enceinte de la jardinerie. Nous ne comprenons et n'acceptons pas cette concurrence. Oui, vous avez raison. Pour moi, c'est une concurrence déloyale. Mais là aussi, c'est pas pour me défausser que je vous dis ça, mais ce n'est pas le maire qui donne l'autorisation d'ouvrir ou de fermer des commerces, et ce n'est pas le maire qui dit ce commerce est essentiel et ce commerce est non essentiel. Là aussi, c'est une décision du gouvernement, c'est une décision de l'État, et il faut le signaler au préfet du Cher, parce que c'est vrai que pour moi, dans l'exemple que vous citez, il y a une concurrence déloyale qui n'est pas acceptable. Une question de Marion. Pourriez-vous faire quelque chose pour l'avenue Carnot, engorgée chaque matin par les personnes allant à l'école militaire? Ouvrir la deuxième entrée avenue de Dain pour fluidifier la circulation et permettre à tout le monde de se rendre à son travail à temps. Alors, merci de cette question, madame. Je vais demander, alors c'est monsieur Hugo Lefel, qui est maire adjoint, qui s'occupe de ce genre de problématique, et je vais demander à ce qu'il vous réponde de manière précise, parce que je n'ai pas les éléments techniques pour vous répondre. Je suis très transparent avec vous quand je ne peux pas répondre directement à ce genre de questions, mais nous allons regarder cette question-là et vous répondre dans les jours qui viennent. Une question de Mel. Monsieur le maire, y a-t-il un fonds d'aide dédié pour les petits commerçants de Bourges? Je suis jeune commerçante, ne sachant pas si je vais pouvoir bénéficier d'une quelconque aide. Cela m'inquiète fortement. Sans aucune rentrée d'argent, je ne sais pas comment je vais pouvoir régler mes factures et mes loyers. Alors, merci Mel, et bon courage à vous, parce que je sais les difficultés que traversent les commerçants, et notamment les petits commerçants qui se battent, et certains qui venaient juste de commencer leur activité. Alors, je rappelle, parce que c'est pas clair pour tout le monde, que l'aide directe aux commerçants,
ce n'est pas la ville de Bourges qui est chargée de le faire, c'est l'agglomération de Bourges qui a la compétence économique. Et donc, ce que nous avons discuté ce matin, comme je le disais lors d'une précédente question, c'est nous avons discuté avec les représentants des commerçants sur l'aide que nous pourrions apporter. Dans un premier temps, il y a des aides qui sont ouvertes par le gouvernement et par le préfet du Cher. Si ces aides ne sont pas suffisantes, comme nous l'avions fait lors du premier confinement, l'agglomération de Bourges prendra ses responsabilités et viendra en soutien des commerçants. Une question d'Anaïs. Bonjour. Pour ma part, je ne comprends pas pourquoi ils ferment certains rayons dans les magasins. Ils disent que ce n'est pas indispensable et que par contre, ils laissent les rayons d'alcool. Oui, vous avez raison, c'est une bonne question. Alors là aussi, je le rappelle, la question que vous me posez, qui est totalement légitime, a été décidée, même pas au niveau du département, hein, c'est une décision nationale. Donc c'est une décision qui s'applique sur tout le territoire. Et donc c'est le gouvernement qui a choisi quels produits seraient ce qu'on appelle des produits de première nécessité et quels autres produits ne le seraient pas. Et tout ce qui est boisson, quelle qu'elle soit, est considéré comme un produit de première nécessité. Donc vous posez une bonne question, mais là-dessus, je n'ai pas de réponse en tant que maire à vous apporter. Une question de Marie-Laure. Bonjour. Est-ce qu'il y aura le Père Noël comme prévu en décembre pour les enfants ? Ah, vous savez, merci de cette question et je peux vous dire que je suis très franc avec vous. Lundi après-midi, donc on était en bureau municipal et on a débattu entre nous de ce qu'on allait faire pour Noël. Et comment vous dire, c'est un vrai crève-cœur pour moi d'avoir dû, par exemple, annuler le marché de Noël. Alors, il faut que vous sachiez que c'était une demande des organisateurs du marché de Noël qui étaient en train de réserver les chalets et de les proposer à la commercialisation. Et donc, celles et ceux qui ont eu cette démarche m'ont appelé il y a quelques jours pour me dire « Monsieur le maire, nous, on n'y arrivera pas cette année. » Parce que tout ça se prépare dès maintenant pour fin décembre, il faut les installer, il faut préparer la place Étienne Dolé, il faut faire des réservations, et on ne sait pas. On ne sait pas. Donc on préfère vous suggérer d'annuler le marché de Noël, et on était sur la même ligne. Et donc on a dû annuler le marché de Noël, tout comme on a dû annuler toutes les initiatives qu'on avait prévues au niveau de la place Cujas, au niveau de la place Étienne Dolé, où on avait prévu, par exemple, pour nos enfants, de mettre une grande luge pour que les enfants puissent profiter de cet espace et profiter de ce moment magique. Donc là, on ne sait pas. Donc on a dû annuler. On a annulé aussi toutes les initiatives parce que on ne sait pas. Comment ça va se passer au niveau du déconfinement qu'on prévoit apparemment à partir de Noël. Mais il faut que vous imaginiez que, par exemple, la luge, on avait prévu de l'installer début décembre. Donc, et que c'est des frais importants. Et donc, on a dû, là, malheureusement, annuler. On avait prévu aussi des déambulations dans toute la ville. Au moment vous savez, de la mise en place des illuminations. Donc là aussi, on a maintenu en revanche les illuminations de Noël. Le petit problème qu'on a, c'est qu'on avait prévu de le faire le 26 novembre, mais on a des agents qui travaillent à l'installation des illuminations de Noël qui sont cas contact. Donc, on va être en retard. Donc, on va essayer de faire le maximum en termes d'illumination. Si la situation le permet, il y aura des déambulations. Je le dis bien, si la situation le permet, il y aura peut-être le Père Noël, mais nous avions vraiment prévu de faire de cette période-là un moment très fort, très festif. Il y a aussi les nuits lumière qui vont être maintenues, mais on ne sait pas encore sous quelle forme. Donc on est comme vous, on avance jour après jour sur le fait de savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Mais sachez que pour nous, c'est partie remise parce que on espère si on est obligé d'annuler totalement cette année, on fera le maximum l'année suivante. Merci. Une question de Béatrice. Est-ce que vous avez vu la sortie de l'école Barbès à Bourges ? On ne nous fait pas rentrer dans la cour d'honneur, voire dans la cour des maternelles. Nous sommes entassés comme des bêtes et même sur la route. Nous sommes vraiment trop au mètre carré et loin du protocole sanitaire. Que comptez-vous faire ?
Alors là aussi, je rappelle que ces protocoles ont été décidés par l'État et par le gouvernement et que nous, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Ce sont des consignes qui nous sont imposées et qui font que votre question est totalement légitime, que vous avez un protocole national qui est décidé, qui nous est arrivé, comme l'a rappelé Madame Madrol, qui nous est arrivé 2 jours avant la rentrée, et que nous, on fait le maximum, mais que toutes ces problématiques-là ne sont pas de notre ressort. Donc, moi, je vais demander à Madame Madrol de signaler cette problématique à l'inspecteur d'académie dès lundi. Mais je n'ai pas de pouvoir de changer les choses concernant le protocole, qui est un protocole qui nous est imposé par le gouvernement. Après, je veux bien rajouter un mot Oui. sur cette question. Effectivement, on cumule les difficultés aujourd'hui, alors à Bourges comme ailleurs. Nous avons le protocole sanitaire des écoles qui fait qu'effectivement, aucun adulte ne peut rentrer dans les écoles. L'exception avait été faite à la rentrée scolaire de septembre. On n'était pas sur la même diffusion de la maladie. Mais donc, l'exception avait été faite à ce moment-là. Et aujourd'hui, on combine avec le plan Vigipirate. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, l'extérieur des sorties d'école est un peu plein, j'allais dire, mais c'est aussi l'intérêt d'avoir le port du masque qui était au départ à 50 mètres autour des écoles et qui aujourd'hui est diffusé largement. Mais c'est vrai qu'on préfère à la limite garder, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, garder l'école comme un lieu vraiment protégé au maximum, et c'est à la sortie des écoles, Barbès comme d'autres, où il faut que, j'allais dire, les adultes sont plus responsables et doivent arriver à mieux gérer la situation, à diffuser et diluer l'attente des enfants. Une question de Rose et Anita. Bonsoir Monsieur le maire. Quand Bonsoir. allez-vous faire respecter le port du masque dans les bus et dans Bourges? Merci. Alors, c'est une question qui revient de manière importante. Nous, je vous le rappelle, la décision, par exemple, du port du masque en ville, c'est une demande de la ville. Donc, Madame Bessard l'a précisé. On écrit au préfet pour lui demander de porter le masque. C'est le préfet qui prend cette décision et c'est le préfet qui mandate les autorités pour l'application du port du masque. Et notamment dans les bus, ce n'est pas à la mairie de faire appliquer le masque. Nous, on peut rappeler les consignes, on peut préciser les choses, mais je n'ai pas de pouvoir pour intervenir dans un bus ou pour intervenir dans la rue, si ce n'est bien sûr en complément avec la police municipale de la police nationale. Donc là, ce qui est prévu, vous l'avez vu, c'est que le gouvernement, depuis hier soir, a décidé à donner des consignes au préfet pour durcir les conditions pour que la police nationale et la police municipale puissent intervenir. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne portent pas le masque et qui ne respectent pas ces consignes. Et c'est regrettable, c'est dommage quand on voit, comme l'a rappelé Madame Bessard, les chiffres qui sont en grande augmentation par rapport aux cas Covid qui entraînent des cas contacts et qui nous désorganisent toutes et tous. Donc il va y avoir, je le sais, là, dans les jours qui viennent, des opérations un peu plus poussées. Il y aura des contrôles un peu plus poussés par rapport à cela. Je tiens quand même à préciser, je vais quand même me permettre de vous donner un chiffre important parce que je reçois beaucoup de mails en disant il y a des endroits où on ne porte pas le masque, etc. etc. Hier après-midi, la police municipale a fait 88 contrôles. 88 contrôles de la police municipale, et sur les 88 contrôles à la fois de l'attestation et du port du masque, il n'y a que 2 personnes qui n'étaient pas en règle. Donc oui, il y a des personnes qui ne respectent pas et donc elles doivent être sanctionnées, mais aujourd'hui, la majorité des gens respectent quand même le port du masque et a son attestation sur elle, en sachant que si ce n'est pas le cas, ça peut lui coûter jusqu'à 135 €. Donc c'est quand même à éviter. Merci. Une question de Lou. Pour les écoles primaires, vous parliez de plusieurs services le midi et ce n'est pas le cas, ainsi que des horaires décalés pour les écoles afin d'éviter le monde devant l'école. Et là, toujours rien. Donc concrètement, on en est où? Alors pour la restauration scolaire, il y a effectivement 2 services de cantine l'un à la suite de l'autre. Pour le coup, je peux en parler en connaissance de cause parce que
c'est la mise en place depuis septembre, mais j'ai aussi donné un coup de main dans un restaurant scolaire ces 2 derniers jours pour venir en soutien à nos animateurs qui étaient absents, enfin plutôt en soutien à ceux qui étaient présents pour compenser les absents. Mais de façon très temporaire, le temps qu'on puisse recruter du monde. Non, il y a bien 2 services, avec la distanciation physique des enfants, les groupes de 6, la distance entre chaque table, le nettoyage et l'aération des locaux entre les 2 services. Enfin, ça fonctionne depuis septembre sans aucun problème, même depuis, j'allais dire, le 12 mai quand l'école a repris pour la première fois. Pour la sortie des classes, je vous le répète, les parents doivent attendre à l'extérieur. La possibilité de changer les horaires d'entrée et de sortie de classe, c'est Éducation nationale. Ce n'est pas notre responsabilité. Une question de Tiffaine. Je trouve cela déplorable d'avoir annulé le marché de Noël, mais de laisser ouverts vos marchés le samedi et de laisser les bus bondés. Je me doute que ce n'est pas de votre faute, mais il faudrait peut-être essayer de vivre avec le Covid. Qu'en pensez-vous? Alors, je rappelle, le marché de Noël, on a été obligé de l'annuler à la base à la demande des organisateurs. Parce qu'il fallait qu'ils anticipent, il fallait qu'ils commencent à prévoir de poser les chalets sur la place Étienne Dolé, il fallait qu'ils prennent les réservations et ils se sont dit que, au regard de la situation, comme c'était du temporaire, mais que ça avait des frais de fonctionnement et qu'on ne savait pas si tous les marchés pourraient fonctionner de manière normale ou si les gens sortiraient d'eux, il y avait un risque économique qui était très important pour eux aussi. Donc, si vous voulez, nous, on a attendu jusqu'au dernier moment de voir un petit peu et malheureusement, on a dû, je le dis, ça a été un crève-cœur pour nous, annuler ce marché de Noël alors que les berruyers sont très attachés à ce marché de Noël, vous le savez. Et donc, on a dû malheureusement renoncer au marché de Noël à Bourges, comme c'est le cas dans pratiquement l'ensemble des villes de France. Bourges n'est pas une exception. Et donc, on a des marchés de Noël qui sont annulés dans toutes les villes équivalentes à Bourges parce que ce sont des commerçants qui ne sont pas permanents et donc qui louent des chalets, qui s'installent, qui achètent du matériel spécifique et donc qui sont confrontés à des incertitudes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette question-là et moi aussi, je le regrette profondément. Oui. Oui, par contre, pour les marchés alimentaires, enfin les marchés du samedi, dimanche, de la ville habituelle, c'était important de pouvoir les garder ouverts parce que c'est aussi un moyen de faire travailler aussi nos producteurs locaux et d'apporter aussi, de permettre aux habitants de la ville de continuer de pouvoir s'alimenter et en fait faire leurs achats auprès des producteurs locaux et des commerçants qui sont habituellement au marché et qui ont absolument besoin de ce marché pour pouvoir vivre eux aussi. Oui, et puis merci Madame Bessard de préciser cela, en sachant que des élus sont allés au marché du mercredi matin il y a 2 jours et me racontaient il y a encore hier, me racontaient que les distances de sécurité sont plutôt bien respectées dans nos marchés à Bourges, que les gens portent le masque. En tout cas, il y a des contrôles là aussi de la police municipale de manière importante et que les distances de sécurité sont bien respectées. Donc pour moi, en tout cas en tant que maire, il était tout à fait normal, légitime que nous puissions continuer à accueillir nos commerçants non sédentaires lors de nos marchés. Une question de Vanessa. Monsieur le maire, aidez nos commerçants. Donnez-leur le droit d'ouvrir avec bien sûr les gestes barrières. Ils sont vraiment en déficit. Oui, ça serait mon souhait, mais j'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit et je ne veux pas... Vous savez, quand vous êtes maire, vous devez être responsable. C'est-à-dire que je sais que certains collègues à moi, minoritaires, il y en a une trentaine en France sur 36 000 maires, ont pris des arrêtés autorisant les commerces à ouvrir. Sauf que ces arrêtés sont illégaux. Et donc, si les policiers le décident et contrôlent les commerçants sont sanctionnés parce que l'arrêté du maire est illégal. Et vous savez, quand vous êtes maire, il faut être responsable. Et donc moi, je ne veux pas déjà envoyer les commerçants qui sont en grande difficulté avoir des amendes ou avoir des fermetures administratives qui peuvent être décidées par la préfecture s'ils bravent la loi. Donc,
les arrêtés qui ont été mis en œuvre ont tous été annulés par les tribunaux. Et aujourd'hui, moi, mon souhait, c'est que, comme l'a annoncé le Premier ministre, ou comme je l'espère, d'ici une quinzaine de jours, eh bien, le taux baissera et que nous pourrons réouvrir les commerces de proximité par rapport à cela. Mais je vais vous donner aussi un autre exemple important. Je vais vous donner une information qui montre notre volonté de soutenir, notamment qui montre notre volonté de soutenir les commerçants et notamment les commerçants locaux et les commerçants de centre-ville. Cette année, malheureusement, pour des raisons sanitaires, nous ne pourrons pas réunir nos anciens comme nous le faisions chaque année pour le repas de Noël. Hein. Vous savez qu'il y avait traditionnellement un repas qui était partagé par nos aînés grâce au CCAS de Bourges. Et puis il y avait aussi parfois des colis qui étaient distribués. Or, nous sommes en difficulté pour faire ces deux opérations. D'abord, le repas, on ne va pas réunir, vous en doutez, plusieurs centaines de nos aînés, alors que malheureusement, le virus les touche de manière très importante. Hein. Et deuxièmement, nous avons une problématique d'organisation pour les colis et de la distribution. Donc nous avons choisi de faire un bon d'achat qui va permettre à nos aînés ou à leurs proches de consommer en centre-ville avec le bon d'achat qui sera de 25 € et qui sera distribué à l'ensemble de nos aînés qui avaient droit à ce repas ou à ce colis. Et bien sûr, nous allons permettre que ce bon d'achat soit valable pour 3 mois à partir de janvier, pour que nos aînés puissent aller dans les commerces locaux, les commerces de proximité. Ça sera réservé aux commerces de centre-ville ou de Bourges en tant que tel, pour qu'ils puissent avoir accès et pouvoir consommer par rapport à nos commerces de proximité. Une question de Nad qui se demande pourquoi dans les cantines les enfants mangent par classe alors que dans les bus ils sont tous mélangés. Alors, effectivement, dans la cantine, on essaie de gérer classe par classe pour qu'il y ait le moins de brassage possible, puisque c'est une demande du règlement sanitaire. Pour les bus, on essaie aussi de faire de la même façon. Après, évidemment, on ne va pas pouvoir mettre 6 bus pour une école parce qu'il y a 6 niveaux, mais on essaie quand même de les laisser par groupe. Et là, c'est un temps où il y a le masque dans le bus, c'est une obligation. Par contre, à la cantine, la distance de sécurité, entre guillemets, est très importante puisque pour manger, nous enlevons le masque. Donc, les enfants ont une demi-heure, 3/4 d'heure pour souffler sans masque, mais avec distance de sécurité. Dans le bus, il y a le masque. Donc, tout comme nous tous adultes, enfin moi pour prendre le bus, on a le masque dans le bus, il y a le masque dans le ramassage scolaire. Et je rappelle bien, hein, il faut le préciser, et ce n'est pas une question de me défausser, hein, c'est une question de vous expliquer que toutes ces mesures qui font que, par exemple, le port du masque est obligatoire, par exemple, il nous est demandé d'avoir un protocole qui fait que maintenant on mange classe par classe, c'est une organisation sur laquelle nous n'avons même pas été consultés. C'est le protocole national qui s'applique à Bourges comme dans toute la France, qui nous est parvenu 2 jours avant la rentrée scolaire. Et donc nos services, que je salue, nos agents municipaux que je salue, ont dû s'adapter, ont dû trouver des solutions, on a dû recruter du personnel supplémentaire pour faire face à cette situation qui nous est imposée. Une question sur les piscines de Delphine qui se demande que va-t-il se passer au niveau des abonnements vu qu'elle est fermée. Alors, au niveau des abonnements, et vu qu'elle est fermée, je note votre question et je m'engage auprès de vous pour vous répondre parce que je n'ai pas la réponse immédiate en ce qui concerne cette réponse qui est totalement légitime. Donc, je suppose que votre question apparaît pardon, il faut que je regarde le micro. Je suppose que votre question apparaît dans le chat. Les piscines, j'ai noté et vous aurez la réponse par l'intermédiaire de monsieur Renaud Maître, qui est maire adjoint au sport et qui est très attentif à répondre à nos sollicitations. Donc je vais vous répondre dans les jours qui viennent sur cette question. On repart sur l'école avec une question d'Aurore.
Sommes-nous obligés de mettre nos enfants à l'école quand on fait partie des personnes à risque? Alors là, ce deuxième confinement, enfin même la rentrée scolaire de septembre 2020, contrairement à la rentrée scolaire du 12 mai 2020, suite au premier confinement, là, la scolarité est redevenue obligatoire. On est d'accord, il fallait remettre tous les enfants à l'école. Donc tout le protocole permet d'essayer de sécuriser au maximum les enfants et de limiter effectivement les brassages avec les différents compas de notre groupe, de limiter la diffusion de la maladie par le port du masque à la semaine, sur la journée entière. Merci. Une question de Michel. Bonsoir Monsieur le maire. Hier, j'ai vu que vous aviez reçu les équipes de TF1. Pouvons-nous en savoir plus et quand cela sera-t-il diffusé? Bonsoir Michel. Alors oui, on a été suivi toute la journée par des équipes de TF1 qui sont venues à Bourges pour justement faire un reportage sur comment une collectivité comme Bourges se mobilise et réagit face au Covid et les enjeux notamment en ce qui concerne l'éducation nationale. Donc les deux journalistes qui sont venus ont été dans les services municipaux de 11h à 17h et nous savons que le reportage devrait passer la semaine prochaine, mais nous n'avons pas la date exacte de ce reportage. Très bien, merci. Une question de Waiba. Actuellement, on a du mal à trouver un médecin ou un dentiste. Un vrai parcours du combattant. Quels sont vos projets? Merci. Oui, alors effectivement, donc vous savez que la compétence, que l'offre médicale en fait n'est pas du ressort de la ville, mais notre ville souffre d'un déficit énorme de médecins généralistes et de spécialistes. Donc nous avons décidé de nous emparer de cette question. Alors 2 projets phares pour ce mandat. Le premier qui est déjà engagé, c'est la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire au Prado, avec l'accueil, l'installation de 12 professionnels de santé, et qui devrait ouvrir à l'automne prochain. Les travaux démarrent fin novembre, là, le 23 novembre. Par ailleurs, nous avons le projet de construction d'un centre de santé qui sera un centre de santé multisite, pour permettre un maillage dans toute la ville de médecins. Ce centre de santé, il sera fondé sur des valeurs de service public. L'objectif est bien de pouvoir accueillir tout le monde et tout en garantissant le tiers payant, pas d'avance de frais pour les patients. Notre volonté, c'est de pouvoir recruter à la fois des médecins généralistes et quelques spécialistes. Par ailleurs, nous menons le combat auprès de l'Agence régionale de santé pour que notre ville soit enfin reconnue zone prioritaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque nous sommes en zone complémentaire. Pour autant, la situation est très préoccupante. Nous avons beaucoup de médecins qui, dans les 5 ans à venir, vont partir à la retraite. Nous avons une population vieillissante, donc qui a besoin d'un recours peut-être plus fréquent que des catégories d'âge plus jeunes, et qui a besoin à la fois d'un recours plus fréquent et de médecins spécialistes pour soigner des pathologies chroniques. Donc, nous avons alerté le directeur régional de l'ARS pour qu'il, à l'occasion de la révision du zonage qui est prévue en décembre, pour qu'il prenne en compte la situation de Bourges. Nous attendons sa réponse et nous portons beaucoup d'espoir pour que la situation de Bourges soit réévaluée, pour nous permettre, en fait, la révision du zonage, le classement de Bourges en zone prioritaire pourrait nous permettre d'attirer des médecins grâce notamment à une aide à l'installation qui est quand même de l'ordre de 50 000 € pour un médecin qui voudrait s'installer, qu'il soit généraliste ou spécialiste sur notre territoire. Donc voilà, nous portons ce combat. Alors, pour le moment, nous avons eu
plutôt un rejet, puisque la règle, c'est que les villes chefs-lieux de département ne sont en général pas classées en zone prioritaire, puisque ça a tendance à pénaliser les territoires ruraux. Donc ça, c'est l'argument qui nous est opposé, mais nous ne perdons pas espoir, nous continuons de porter le combat avec Monsieur le maire, et nous avons bon espoir d'avoir en tout cas une reconnaissance de la situation de Bourges. Merci. Je veux juste préciser par rapport à cette question qui est très importante. Je veux saluer l'engagement de Madame Magali Bessard. Je rappelle que Madame Magali Bessard est notre première maire adjointe et qu'elle a la délégation santé. Et donc ça, c'est quand même très important que vous sachiez qu'on en fait une priorité absolue, que nous travaillons à la fois sur le zonage, comme l'a indiqué Madame Bessard, de la ville concernant les médecins généralistes, mais aussi on regarde sur les questions de spécialistes. Grâce à son action et en urgence, nous avons recruté une pédiatre il y a quelques semaines. Ça a été quand même une première, je dirais, une première importante pour Bourges, parce qu'il a fallu prendre la décision immédiatement. Et là, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons salarié une pédiatre à mi-temps pour que justement elle puisse continuer à exercer à Bourges et qu'elle puisse, c'est une pédiatre connue, je dirais, par un nombre de parents sur Bourges, mais on a pris cette décision politique. Et puis deuxièmement, je le rappelle, ça a été indiqué à plusieurs reprises, c'est aussi pour ça, sur suggestion de Madame Bessard, nous avions organisé une présence et une manifestation devant l'hôpital de Bourges pour réaffirmer notre soutien à cet hôpital, mais aussi exiger le fait que l'État, qui est le financeur et le responsable de la santé en France, eh bien, prenne en compte la situation. Et là aussi, il faut le rappeler, mesdames et messieurs, nous avons un conseil municipal vendredi prochain, dans une semaine, qui sera bien sûr retransmis sur les réseaux sociaux Ville de Bourges officielle. Et à cette occasion, Madame Bessard présentera une motion pour que nous interpellions à nouveau le ministère et l'Agence régionale de la santé sur la situation de Bourges. Sachez que sur cette question-là, nous ne lâcherons rien et nous ne lâcherons pas et nous continuerons à nous mobiliser parce qu'on est comme vous. On habite Bourges, nos enfants habitent Bourges, nos parents habitent Bourges ou son agglomération bien entendu. Et comme vous, nous sommes en difficulté quand on veut se faire soigner. Donc on en fait une priorité absolue de notre mandat. Merci. Une question de Jenny sur les écoles. Vous demandez d'inscrire les enfants à l'avance pour la cantine, mais quand on n'a pas nos plannings, étant aide-soignante, c'est assez compliqué de s'organiser. Alors, effectivement, dans mes propos introductifs et dans le courrier qui accompagnait le questionnaire d'inscription, nous avions parlé d'une flexibilité. Et c'est principalement pour ces cas-là de personnes qui travaillent à la semaine, qui sont intérimaires. Donc, l'inscription nous a permis d'avoir des idées, des effectifs sur chaque restaurant scolaire. Après, évidemment, des personnes peuvent inscrire leur enfant et le matin même, comme tous les matins, dire « il mange, il ne mange pas ». Mais inversement, que par exemple, des parents n'aient pas pu inscrire pour dans une semaine ou dans 2 semaines, puisque là, nous avons fait un premier questionnaire jusqu'au 4 décembre de mémoire. On peut mettre ou ne pas mettre l'enfant malgré une inscription ou non. Donc ça, il n'y a aucun souci. Pour information, hier, sur un des restaurants scolaires, nous avions normalement 18 inscrits, selon notre mode d'inscription de la semaine passée. Nous avions 36 enfants. Les capacités d'accueil le permettaient. Et donc, comme tous les matins, nous avons cette flexibilité-là de demander aux enfants et aux parents à 9 h de savoir qui mange, qui ne mange pas. Et donc, nous avons accueilli les 36 enfants. Nous aurons un problème le jour où on est au max des capacités, on ne peut pas pousser les murs et si nous avons de nouveaux malades. Mais jusqu'ici, nous avons tenu tous les services. Merci pour votre réponse. Une question de Ghislaine. Bonjour, une question sur l'obligation du port du masque. Il est obligatoire lorsqu'on fait son heure de marche quotidienne. Par contre, les cyclistes et les coureurs en sont exemptés. Où est la logique ? Le marcheur peut-il être considéré comme sportif, notamment avec des bâtons de marche nordiques ? Merci pour une réponse claire. Alors la réponse est claire, chère Ghislaine. Je ne peux pas vous donner de réponse. Ce sont des consignes gouvernementales
Le maire n'est pas intervenu pour dire telle catégorie. Donc c'est une question qu'il faut poser, je dirais, à la préfecture et aux parlementaires qui sont les représentants du gouvernement, qui a décidé. Là-dessus, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Hein. Je fais un constat. Je ne peux pas répondre sur quelque chose où je ne suis pas en responsabilité et où je n'ai pas participé à la décision. Merci. Une question de Rose. Pourquoi ne demandez-vous pas au préfet de mettre en place des contrôles devant les écoles pour le port du masque? Alors, nous avons demandé, j'ai eu le préfet en discussion sur cette question-là, pas plus tard que hier, où on a échangé sur cette question-là. Le problème est le suivant. Le problème est le suivant, c'est qu'il va multiplier les contrôles, mais c'est là aussi une question de répartition. On n'a pas des centaines de policiers à Bourges, tout simplement. Bourges est quand même il y a eu une baisse des effectifs de la police nationale, et là c'est pas une question de choix là non plus du maire, mais la police nationale qui est en responsabilité, comme la police municipale que nous avons en responsabilité. Il y a combien d'écoles? Je parle sous votre contrôle. On a 40, je crois que c'est 45 écoles à Bourges. 45 écoles multipliées par des policiers qui sont 2, vous imaginez, c'est l'équivalent des effectifs du commissariat de Bourges pour toute la semaine par répartition. Donc on fait le maximum. En plus, on est en plan Vigipirate, comme ça a été rappelé, mais on ne peut pas malheureusement sécuriser ou passer devant toutes les écoles pour rappeler les gens à la loi. Et moi, je fais appel au civisme. Je le dis, hein, mesdames et messieurs, certains n'y croient pas, mais quand vous êtes victime du Covid, vous avez vraiment la volonté d'expliquer aux gens qu'il faut porter le masque. Et si vous ne le portez pas pour vous, mesdames et messieurs, portez-le pour nos anciens. Portez-le pour celles et ceux qui ont des pathologies. Portez-le pour les plus faibles, parce que la réalité actuelle, c'est qu'on a 140 hospitalisés à Bourges en service de médecine générale, et on a 12 personnes qui sont en réanimation, avec des gens qui ont été envoyés à Tours, des gens qui ont été envoyés à Orléans, à Issoudun, à Vierzon, parce que Bourges ne pouvait plus faire face. Et donc ce n'est pas une grippette, ce n'est pas une petite maladie. Si vous n'y croyez pas, renseignez-vous auprès de vos proches qui ont été touchés. Je peux vous dire que c'est une maladie qui peut être vraiment terrible, et notamment pour les plus fragiles et les plus anciens, en sachant, je discutais avec quelqu'un pas plus tard que cet après-midi qui me disait que dans son entourage proche, il avait eu quelqu'un de 45 ans en pleine forme, un sportif de 45 ans en pleine forme qui en est à son 15e jour de réanimation à Bourges, sans aucune pathologie, quelqu'un qui ne fumait pas, quelqu'un qui n'a aucun problème de santé. Ça fait 15 jours qu'il est en réanimation à Bourges. Merci pour votre réponse. Nous allons finir par une question hors thématique Covid, une question de Jean-Claude. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir mesdames. Rue Moyenne, pourquoi des panneaux stop et non pas des céder le passage? Écoutez, c'est une... Alors, oui, merci Jean-Claude de cette question. Écoutez, on a voulu mettre des panneaux stop pour... D'abord, on a écouté la concertation. Et dans la concertation qu'on a eue avec les commerçants, mais aussi avec les habitants de la rue Moyenne, sur les réseaux sociaux, j'avais aussi posé la question, on a 80% des gens qui nous ont dit qu'il faut remettre la rue Moyenne montante. Donc on a accédé à cette demande parce que moi je ne souhaite pas gouverner la ville contre la population, et je tiens compte dans le cadre de la concertation, nous tenons compte dans le cadre de la concertation des avis des uns et des autres, et là on a vu qu'une immense majorité de gens nous demandaient de remettre cette rue Moyenne montante. Mais mesdames et messieurs, il faut que vous sachiez que 80% des gens qui prennent la rue Moyenne la prennent pour traverser. Et donc, nous, on veut inverser cette logique-là. On veut ralentir cette logique-là. Donc, on a décidé de permettre cette montée, mais on a souhaité permettre du ralentissement pour expliquer à nos habitants qu'il ne fallait pas traverser cette rue Moyenne à fond comme certains le font. Et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre des stops
pour justement casser cette logique de transversale et de rapidité. Et c'est aussi pour ça qu'on a rendu la rue qui est en face de la mairie en sens interdit, pour justement casser cette logique-là. Donc voilà pourquoi on a mis des stops en place. Merci. Merci. Écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce chat. Nous restons à votre disposition. Je me permets, mesdames et messieurs, en remerciant Madame Madrol et Madame Bessard de m'avoir accompagné dans ce chat du maire, de vous rappeler le numéro vert où vous pouvez, à partir de lundi prochain, avoir tous les renseignements concernant les services de la mairie, mais aussi d'autres questions. Le numéro vert qui est le 0800, j'enlève mes lunettes parce que j'ai de la buée quand je mets mes lunettes avec le masque, 0800 400 805. Je vous rappelle donc le numéro vert, 0800 400 805, et nous reviendrons vers vous de manière très régulière. Je vous donne rendez-vous pour vendredi prochain pour suivre en direct le conseil municipal de Bourges, où là aussi vous aurez des débats et des informations. Vous verrez, ça sera un conseil municipal un peu spécial parce qu'une partie des élus seront en présence et d'autres élus seront sur une visio pour justement limiter la proximité. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.